Salut, c'est Franck Taluto. Ce mois-ci, je vous emmène prendre des nouvelles de Bafé Gomis avec 2 épisodes. On commence aujourd'hui avec le premier, centré sur son retour en Turquie cet hiver et son passage en Arabie Saoudite, sur le plan sportif, mais aussi dans son quotidien sur place. Dessous de verre numéro 31, épisode 1, ça commence maintenant. Salut Bafé. Bonjour. Merci de prendre un moment avec nous pour revenir sur ton parcours. Je te propose de commencer par un premier épisode sur ton quotidien et le deuxième sera plus centré sur ton passage à Saint-Etienne et ton lien avec le club, la ville. Tu as donc retrouvé Galatasaray et la Turquie cet hiver. Comment ça se passe pour toi ? Très bien, très bien. C'était une ville que j'avais connue pendant un an, où, que ce soit sportivement ou dans ma vie privée, en famille, on avait été très heureux. Et puis, après avoir terminé ce challenge en Arabie Saoudite, je voulais terminer cette histoire qui s'était terminée de façon inachevée avec Galatasaray, parce qu'ils ont dû, suite à la crise monétaire, ils ont dû vendre pas mal de joueurs dont je faisais partie. Et puis, quand l'occasion s'est présentée, je suis revenu avec plaisir. Les aider, parce que c'était dans une situation difficile. Ouais, tu as anticipé une de mes questions. C'est une saison qui est assez compliquée pour Galatasaray qui, je dis une bêtise, mais au moment où on se parle, doit être 13-14e, quelque chose comme ça. Ouais, bien sûr. Qui a Vous pas savez, dans les l'habitude. clubs où j'ai joué en général, que ce soit à Saint-Etienne, parce que c'est là où tout a commencé. J'ai connu Saint-Etienne européen, j'ai connu Saint-Etienne se sauvant à la dernière journée contre Valenciennes en marquant ce doublé. À Lyon aussi, j'ai connu Lyon 17e au bord de la relégation et j'ai connu Lyon en demi-finale de Ligue des Champions. J'ai connu aussi un Marseille au début de l'année relégable et on nous disait qu'on n'allait pas se maintenir et à la fin on a été 5e. Donc voilà, j'ai connu le challenge aussi à 3 et à Galatasaray, j'avais que connu le temps d'une année Galatasaray qui avait été champion et là le fait de revenir ici et recréer une équipe, une dynamique et remonter step by step, comme disent les Anglais, petit à petit pour terminer. L'objectif, c'est de terminer champion l'année prochaine. Voilà, donc je suis revenu. Il y a eu des beaux matchs européens et maintenant, voilà, quand je suis arrivé, on était 15e. On va essayer de terminer dans la première partie de tableau et créer un état d'esprit et une ossature pour avec des recrues l'année prochaine, essayer de jouer le titre. On dit parfois, oui, que reprendre une histoire d'amour est pas forcément une bonne idée. Tu as pas eu peur, toi, Oui, je confirme. C'est pas évident, mais vous savez, dans le foot, c'est ma façon de voir les choses. Du moment que tu donnes tout, que tu t'investis, c'est vrai que c'est plus le Bafé, j'ai plus mes jambes de 20 ans, mais j'ai cette expérience, cette bouteille. Et le fait de travailler, c'est vrai que ça me demande beaucoup plus d'efforts. Et puis après, je suis pas tout seul dans cette équipe. Mais voilà, je devais, avec tous les messages de soutien et d'amour que j'ai reçus par les supporters de Galatasaray, je me devais de revenir et travailler dur pour relever ce challenge et remettre le club où il doit être. Pour terminer ma question, je disais, tu étais peut-être pas une idole, ça serait un peu fort, mais tu avais beaucoup marqué, je crois, meilleur buteur du championnat, champion quand tu es Ouais, parti. bien sûr, bien Tu as sûr. pas eu peur de dégratigner un petit peu cette belle image en revenant ? Non, 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 parce que le championnat turc reste un championnat ouvert. Après, c'est vrai que c'est plus le Galatasaray que j'ai connu auparavant. Je suis un joueur qui a besoin d'un fort collectif et ce n'est pas le cas aujourd'hui à Galatasaray. Il faut recréer ce collectif-là.
Mais bon, voilà, je j'ai pas grand-chose à perdre. Je suis arrivé à un âge où ma carrière est derrière moi. La notion de plaisir est très importante. Et le plaisir, ne serait-ce que le plaisir d'aller chaque matin à l'entraînement avec le sourire, avec la banane, représente beaucoup, surtout en ces temps de pandémie, en ces temps de guerre. Le joueur de foot doit avoir la maturité et l'intelligence de se dire qu'on était privilégié et que on peut, peu importe la couleur du maillot, peu importe la division, on doit être content de vivre de sa passion. Justement, je t'ai contacté pour que tu nous fasses un peu voyager. Est-ce que peux nous Mhm. parler de l'ambiance dans les stades turcs? C'est quoi le gros derby pour vous? C'est Beşiktaş, c'est Fenerbahçe? C'est Fenerbahçe, Beşiktaş, mais pour être honnête avec vous, quand il y a les bons résultats, chaque semaine, c'est un spectacle, c'est une ambiance qu'on peut voir nulle part ailleurs qu'en Turquie. C'est vraiment, que ce soit Galatasaray, Fenerbahçe ou Beşiktaş, ces trois clubs emblématiques d'Istanbul ont les ambiances les plus fortes d'Europe. Et c'est tout un stade, 52 000 personnes viennent avec les aux couleurs du club, avec les maillots, et ça fait un véritable chaudron. Vraiment, c'est quelque chose à vivre. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bruit par rapport à ce que tu as pu connaître partout ailleurs? Ouais, non, non, ça fait vraiment beaucoup de bruit parce que bon, en France, j'ai été gâté hein, avec Geoffroy Guichard Mhm. qui est une ambiance qui n'a plus rien à prouver, le Vélodrome. Mais en France, on a les deux copes tout le temps. Et puis après, il y a les VIP et tout ça. Alors qu'en Turquie, tout le stade va chanter, que ce soit les VIP ou les copes. Et c'est ça qui fait la différence, quoi. Il n'y a pas de personnes, il y a très peu de personnes en costume. Cette passion, elle reste dans l'enceinte du stade ou c'est au quotidien concrètement? Toi, tu arrives Non, au à. quotidien, même dans la ville. Quand on se promène dans la ville, on s'aperçoit vite bah voilà, il y a la passion. C'est un pays de football et où, voilà, le peuple souffre malheureusement par rapport à tout ce qui se passe et tout ça. Mais le foot a une place trop importante, beaucoup plus importante que qu'on peut l'avoir en Europe où bah, le rythme de la vie est pas basé sur les clubs. Concrètement, toi, tu peux sortir, te balader en famille ou c'est impossible? Ouais, ouais, maintenant je peux, mais quand Galatasaray est premier, c'est difficile, c'est difficile. Là, l'effervescence, elle est un peu retombée. En plus, il y a les restrictions, tout ça. Mais en plus, c'est le peuple turc, c'est des gens vraiment gentils, accueillants et très respectueux. Comment ça se passe la vie d'ailleurs sur place, l'attitude des gens, parce que vous êtes à un carrefour Europe, Asie, l'Afrique est pas très loin non plus, il y a Ouais, tout plein d'influences. non, c'est une magnifique ville, Istanbul. C'est une des meilleures villes au monde, à mon goût. Et où comme tu le dis si bien, le mélange de cultures entre l'Europe et le Moyen-Orient, c'est un carrefour en fait. Donc ce mix, ce mélange fait que c'est une ville, une magnifique ville et où la mixité prime. Je reviens sur le foot maintenant. Tu places à quel niveau le championnat turc, la Super League, par rapport à ce que tu as pu connaître, toi qui as joué en Première Ligue, en Ligue 1, en Arabie Bon, Saoudite aussi? c'est en dessous, c'est en dessous. C'est un bon championnat où quand les équipes de tête sont composées de Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, ça fait un très beau championnat, très compétitif. Mais depuis certaines années, ils ont connu un peu un creux avec la crise monétaire. Mais moi, je le situe juste derrière le championnat de France. D'accord. Juste derrière le championnat de France, je pense vient la Turquie. Et là, en presque 4 ans d'absence de ta part, tu l'as vu évoluer ce championnat turc? Bon, il y a moins de grands joueurs que j'ai connus auparavant parce que ils avaient un fort pouvoir d'achat, les clubs turcs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec tout ce qu'ils ont pu traverser. Mais il reste quand même, la Turquie en ce moment a fourni pas mal de bons joueurs, notamment en France avec la petite pépite qui joue à Marseille.
ils ont des bons joueurs avec Burak Yılmaz, avec les joueurs lillois. On s'aperçoit que le joueur turc est un joueur de qualité et qui peut s'adapter à pas mal de championnats parce qu'on en voit en Angleterre, on en voit en Italie, on en voit désormais en France. Et ça montre qu'il y a des joueurs de qualité. Je reviens sur la fin de ton premier passage à Galatasaray. Donc, tu es parti sans avoir forcément trop le choix. Le club avait besoin de vendre des joueurs, tu l'expliquais. Et tu as fait un choix qui a pu surprendre, c'est celui de rejoindre l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu peux me raconter comment s'est prise cette décision? Bon, pas surprendre parce que j'arrivais à un âge aussi, j'arrivais à la veille de... Oui, j'avais 33 ans passés, je pense. Et donc j'ai eu cette opportunité d'aller jouer en Arabie Saoudite, une autre culture, un autre continent, mais surtout tout en gardant cette compétition. Et le but de ce club, c'était le plus grand club saoudien, le plus grand club asiatique. Il voulait gagner cette Ligue des Champions après 20 ans d'absence. Et c'est chose qu'on a réussi à faire en gagnant pas mal de titres. Et c'est pour ça que voilà. Après, c'est vrai que quand tu arrives à un certain âge, dont 33 ans pour moi, quand j'ai rejoint l'Arabie Saoudite, le paramètre financier était important parce que ben voilà, nos carrières ont une courte durée et j'arrivais plutôt à la fin. Et voilà, donc j'ai apporté mon expérience en échange. J'allais avoir une rémunération pardon, conséquente, mais surtout le plaisir de jouer au foot, le plaisir de gagner des titres, le plaisir de marquer des buts et surtout transmettre ce que la formation française, dans les centres de formation, ce que j'ai appris, le transmettre à des nouveaux talents saoudiens, développer et être l'icône d'un championnat saoudien que peu de personnes connaissaient, mais le fait d'avoir des internationaux de ma trempe aller gagner en visibilité, c'était le but et je suis bien content que 4 ans après, ce soit quand on parle de Bafé en Arabie Saoudite comme un succès et un exemple. Alors justement, je te pose la question sur le championnat turc et le championnat saoudien. Tu as trouvé ça comment? Non, le championnat saoudien, il est en dessous du championnat turc, mais moi j'appartenais à une équipe qui peut venir jouer le titre en Turquie. J'avais une équipe de compétiteurs composée de majorité de joueurs internationaux qui jouent des Coupes du Monde avec l'Arabie Saoudite et avec 8 étrangers, notamment Pereira qui avait été acheté 20 millions en première ligue. Moi, Moussa Marega, il y a eu Jovinko, des grands joueurs qui ont réussi en Europe et je pense que on aurait pu, si on appartenait à un championnat turc ou français, se maintenir. Après, c'était pas tout le cas pour tous les équipes de notre championnat, c'est vrai, il faut être honnête. Ça reste une destination, comme on peut dire en France, entre guillemets, exotique. Mais j'appartenais à un club qui est bien géré, qui a rien à envier à un club européen qui a beaucoup de moyens à disposition. Donc, on avait de bonnes installations, des bonnes conditions de travail et surtout des bons joueurs et des grands entraîneurs. On dit que la Ligue 1 est un championnat tactique, que la Liga est un championnat où ça joue beaucoup au ballon. S'il fallait présenter un peu ce championnat saoudien, tu utiliserais quoi comme adjectif, comme qualificatif? Non, non, c'est très dur, surtout pour une équipe comme la mienne, qui était l'équipe à battre. Ils nous laissaient très, très peu d'espace. C'était souvent des blocs regroupés contre nous. Après, voilà, techniquement, tactiquement, ça reste quand même en dessous. Au niveau de l'intensité aussi, ça reste quand même en dessous de ce que j'ai pu connaître auparavant. Mais il faut surtout, quand on s'y rend, il faut s'y rendre en toute humilité et en travaillant, parce que pour que ces genres de championnats restent en dessous de ce que j'ai pu connaître auparavant, il faut se donner la même charge de travail qu'on a connu auparavant, s'entraîner, être sérieux, faire un plus parce que l'opposition à l'entraînement ou en match n'est pas la même. Et pour rester au niveau pendant 3 4 ans, il faut s'infliger
des séances en plus, se lever le matin, travailler 3, 4 fois par jour, faire attention à son corps, à ce qu'on inflige à son corps, ce qu'on mange et tout ça. Et c'était un vrai combat au quotidien parce que il y a tout pour le soleil, les belles maisons, la piscine, il y a tout pour te faire dévier. Et c'était un combat au quotidien, quoi. Et tu parlais, toi, de ton club de Al Hilal, qui était qui est un club phare, pardon. Pour les Ouais, clubs, ça, c'est une institution, hein. pour les clubs moyens, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif quand je dis Mhm, ça, ils mhm, avaient mhm. beaucoup de joueurs étrangers ou essentiellement Bien des sûr, locaux? il y avait des clubs composés de pas mal de Français qui ont connu de Ligue 1, comme Sliti, il y a un club aussi où il y avait Julio Tavares et Amalfitano. Il y avait pas mal de joueurs qui ont joué en Ligue 1 dans le championnat. D'accord, parce que tu l'as dit, c'est un pays qui a quand même disputé plusieurs Coupes du Monde. Il y a une vraie culture foot sur place? Ah oui, énormément, énormément. Contrairement aux pays voisins, l'Arabie Saoudite, chaque week-end a ses stades pleins, parce que c'est un pays qui est un pays de football, de sport, et le gouvernement et les dirigeants, les ministres de sport travaillent, et le président de la fédération travaille beaucoup en ce sens pour développer le football local et le font de façon remarquable. Je te posais un peu la question sur la vie quotidienne en Turquie tout à l'heure. Pour moi, personnellement, c'est encore plus flou sur le quotidien en Arabie Saoudite. C'était comment de vivre sur place? Ben, contrairement à ce qu'on peut penser, on vit très bien en Arabie Saoudite. J'ai eu la chance de vivre dans une magnifique ville qui est Riyad, qui est en pleine effervescence, où on voit de plus en plus de personnes venir et découvrir cette belle ville qui était auparavant fermée aux touristes. Mais je vous conseille d'y aller. Vous serez agréablement surpris parce que voilà, les Saoudiens vivent bien ensemble. Ils ont leur culture, leur identité, mais c'est un pays qui sait recevoir, où on fait bon vivre. J'avais tout, enfin, ce que j'ai pu connaître auparavant en France, à Lyon, à Saint-Étienne, à Marseille, dans la vie d'un sportif, ben, j'ai tout retrouvé à Riyad, des bons restaurants, des bons endroits. Et la preuve, ma famille s'y sentait si bien, comme c'était pas prévu mon retour à Galatasaray, ils ont fait le choix de rester y vivre et terminer leur année scolaire afin de valider certaines choses. Comme j'avais un nouveau-né de quelques mois. J'ai pas voulu les chambouler, donc ils sont restés vivre là-bas. C'est un pays musulman avec la Mecque qui est le lieu Oui, oui, de bien sûr. pèlerinage des musulmans. Toi qui est catholique pratiquant, comment tu vivais ce mélange de cultures? Sincèrement, en fait, pour moi, pour ma part, en France, on en fait tout un débat, mais la religion musulmane, et je dis bien musulmane quand elle est bien pratiquée, c'est une magnifique religion, tout simplement, avec des valeurs telles que le respect, le sens du partage. Et c'est tout ce que j'ai retrouvé en Turquie et encore plus en Arabie Saoudite parce que c'est la terre où il y a la Mecque. Et vraiment, moi, j'ai été couvé. C'est pas parce que, pourtant, c'est un chrétien qui vous parle. J'ai aucun intérêt à parler, à mentir, à en dire plus, mais vraiment, ils m'ont couvé, j'ai découvert une culture, une religion, et c'est ce que je voulais faire découvrir à mes enfants. Et encore une fois, 4 ans après, ben voilà, je suis bien content d'avoir découvert tout ça, avoir appris d'eux, et je me sens plus proche désormais d'eux. Et puis, bah, quand j'aurai désormais bah, des débats sur des personnes qui pensent du mal de la religion musulmane, bien sûr qu'il y a des bons et des mauvais partout, que ce soit dans la religion chrétienne ou dans les musulmans ou dans les bouddhistes et tout ça. Il y a des bons et des moins bons partout, mais franchement, j'ai vraiment pris du plaisir. J'ai vraiment grandi en tant que footballeur et en tant qu'homme, et je les remercierai jamais assez. La Mecque, tu as pu y aller ou c'est fermé Non, aux non, non, c'est non-musulmans? ouvert, c'est fermé aux Ouais. non-musulmans. Mais j'ai eu souvent ben, des personnes qui m'ont invité à devenir musulman, qui m'offraient des cadeaux, notamment des Courans, notamment des morceaux de Kaaba ou de l'eau de Zamzam.
qui me servait de temps en temps, quand j'avais un match, quand je me sentais pas bien au conduit, c'est quelque chose, c'est une eau bénite et qui m'a été offert et ça me faisait du bien. Et je suis vraiment content vraiment d'avoir vécu cette expérience. Et je le souhaite à beaucoup de personnes de tenter cette expérience parce ils seront agréablement surpris encore une fois. Avant de refermer la parenthèse saoudienne, je vais revenir à l'aspect sportif. Tu l'as dit, tu as beaucoup marqué, beaucoup gagné là-bas. Si mes renseignements sont bons, c'est 2 Deux championnats. championnats. Une Coupe du Roi, 2 Ligues des Champions, meilleur buteur du championnat, meilleur joueur du championnat, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ouais, j'ai vraiment, j'avais la meilleure équipe, hein, encore une fois, un grand collectif, parce qu'on réussit pas tout seul. Mais j'ai beaucoup travaillé et je suis bien content que ça a payé et c'est des gens qui sont très reconnaissants et m'ont vraiment donné beaucoup d'amour. Alors le bilan, du coup, tu l'as dressé de toi-même. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir? Tu as fait le tour de la question? Bon, je pense que moi, j'aime pas rester dans mes zones de confort. Et quand t'as tout gagné, c'est important de pouvoir après partir pour un nouveau challenge. Parce qu'à mon âge, le danger, c'est de rester dans une routine où tu n'as plus d'objectif et que tu n'es plus prêt à faire les efforts. Et, et donc, c'est pour ça que c'est l'unique raison pourquoi je suis parti, mais je suis resté en bon terme. À la fin de la saison, je retournerai à Riyad, voir mes coéquipiers et mes amis là-bas. Tu es donc passé par la France, l'Angleterre, le Pays de Galles, la Turquie, l'Arabie Saoudite. Tu as 36 ans, tu en auras 37 cet été. Est-ce qu'il y a encore d'autres endroits où tu aimerais jouer, vivre au sens large? Bon, on verra où la vie me mène. Je me ferme pas des portes, juste de travailler dur pour rester performant. Parce que pour moi, voilà, l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Mais par contre, d'aller quelque part et de plus être performant, ça m'intéresse pas. Et à plus long terme, est-ce que tu sais déjà où toi et ta famille vous vous On installerez verra, après? je sais pas encore. C'est vrai que j'ai été gâté, j'ai vécu dans des belles villes, ou bien des villes qui m'ont marqué, comme Saint-Étienne, où j'ai beaucoup d'attaches, où j'ai rencontré beaucoup de personnes, notamment dans le cadre du foot avec le club, ou dans la vie privée, à Saint-Étienne, je compte toujours une maman qui a énormément fait pour moi. Et ça, c'est des choses qui resteront à jamais gravées en moi. Mais rien n'est arrêté. On verra. Souvent, je parle avec des personnes qui sont devenues dirigeantes ou des présidents que j'ai pu côtoyer. Je verrai. C'est sûr que je serai pas entraîneur parce que je pense pas avoir les qualités requises ou la capacité. Mais dans l'organigramme d'un club, pourquoi pas, ou consultant, je sais pas. Je verrai et je me poserai les questions au moment venu. Merci à Bafé pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Pour continuer la discussion, ça se passe sur Facebook, Twitter et Instagram ou par mail. Et rendez-vous le 26 mai pour la suite de cette conversation avec Bafé. Ciao!